c'est vrai que je pense que ça peut arriver, c'est-à-dire que peut-être qu'on n'y croit pas assez finalement, ou finalement c'est une question de confiance ou d'estime. Mais ça peut arriver quand on arrive, qu'on va toucher au but, de se dire c'est pas pour moi, c'est pas possible. Et je pense que il peut y avoir un lien avec des croyances limitantes. Ça peut être lié à l'éducation tout simplement, ça peut être lié à des expériences finalement pas réussies et qui sont encore fortement ancrées en nous. Et finalement, parfois il y a des réminiscences de fantômes du passé qui peuvent venir voilà, la petite voix qui va venir te parler, te dire mais non, c'est pas pour toi ça, c'est pour les autres. Et oui, ça peut arriver. La peur du... Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de System Sales, le podcast qui donne enfin la parole aux ingénieurs pour leur permettre de partager avec vous leur parcours exceptionnel. Aujourd'hui, je reçois Sébastien Bruno-Durand, qui n'est pas un ingénieur, mais on continue notre cycle d'épisodes hors série sur le développement des soft skills. Pas facile à dire celui-là. Sur le développement des soft skills. Et aujourd'hui, avec Sébastien, on va parler de préparation mentale. Vous allez voir comment avec des exercices tout simples, vous allez pouvoir booster vos performances et atteindre enfin vos objectifs sportifs, personnels ou professionnels évidemment. Avant de démarrer cet épisode, je voudrais te parler d'une solution innovante que j'ai découverte pour générer des propositions commerciales très rapidement, complètement interactives, dynamiques et beaucoup plus encourageantes vis-à-vis de tes clients qu'un simple PDF. Comme toi, avant, je passais des heures à produire, corriger et envoyer des propositions au format PDF, à les envoyer en pièce jointe d'un email. Cela créait de la frustration de chaque côté, de la part du client qui attendait la dernière minute pour recevoir les informations voulues, de l'angoisse de mon côté car je ne savais jamais comment le support était reçu et perçu une fois le document envoyé. J'ai longtemps cherché un outil qui me permettrait de basculer d'un PDF sans vie en un espace collaboratif entre moi et mes clients, mais aussi entre moi et mes équipes. Aujourd'hui, tout cela est rendu possible grâce à Pan.app, un outil qui va te permettre d'organiser un storytelling poussé et personnalisé pour tes prospects avec des propositions au format web. Si cet outil t'intéresse, je te mets un lien dans le descriptif de l'épisode. Grâce à ce lien, tu auras de ma part 2 mois offerts sur ta licence annuelle. Si vous souhaitez soutenir ce podcast et m'encourager à partager avec vous ces passionnantes interviews, je vous encourage à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, à laisser un avis écrit. Vous pouvez aussi venir débattre avec l'invité sur le post LinkedIn. Je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode. Partagez le podcast autour de vous sur vos réseaux sociaux favoris. Parlez-en à vos amis, à vos collègues, à votre famille. Voilà, merci beaucoup et je vous laisse en compagnie de l'invité. Bonne écoute. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de System Sales, le podcast qui reçoit exceptionnellement aujourd'hui un non-ingénieur, mais on est dans notre série d'épisodes hors série justement. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Sébastien pour discuter de préparation mentale. Bonjour Sébastien. Salut Mathieu. Comment ça va ce matin ? Bah écoute, ça va impeccable. Je suis ravi d'être dans une inversion des rôles, parce que moi aussi j'ai un podcast et du coup je suis content de pas mener la danse pour une fois. Ouais, bah oui. Et comment s'appelle ton podcast ? On mettra le lien dans le descriptif de l'épisode. Justement, mon podcast s'appelle Parlons de votre mental. Oh là là, ça tombe bien. Mais qu'est-ce que les choses sont bien faites aujourd'hui. Oui, c'est comme ça que je t'ai repéré. J'étais visible sur LinkedIn évidemment, mais j'étais tombé sur ton podcast. J'ai écouté quelques épisodes et j'ai trouvé ça assez intéressant, même très intéressant. Et du coup, j'avais envie qu'on échange et qu'on puisse partager avec tout le monde ce que tu peux nous apporter sur cette thématique. C'est avec un grand plaisir. Après, ouais. J'en prie. Donc Sébastien, pour ceux qui ne le connaissent pas, dans son podcast, il a la particularité de commencer toutes ses interviews par un portrait chinois. Et donc, j'ai décidé de lui faire cet honneur. On va faire le portrait chinois de Sébastien. Juste avant de le faire, je te laisse quand même 1 minute et 32 secondes pour que tu puisses te présenter aux auditeurs. Vous allez voir, Sébastien, c'est un profil multicasquette. Donc, je te laisse te présenter.
Alors, bah écoute, ouais, en fait, souvent, je me définis un peu comme un couteau suisse parce que bah, j'aime bien faire plein de choses. C'est-à-dire, je suis passionné déjà bah, par le sport depuis toujours, en fait, puisque j'ai eu une première partie de carrière où j'ai été entraîneur de tennis, formateur d'enseignants de tennis. Voilà, j'ai entraîné, j'ai été directeur sportif, donc voilà, j'ai fait du management du sport. Euh, du bénévolat aussi pour, bah, du coup, pour les différentes institutions de la Fédération française de tennis dans divers départements. Et puis au gré du temps, j'ai voulu en tout cas systématiquement un petit peu être expert et comprendre comment se déroulait un petit peu toute cette performance. Et puis je suis passé par l'INSEP, je me suis formé en préparation physique, en préparation mentale, de manière à upgrader bah, toutes mes compétences pour pouvoir bah, donner le meilleur de ce que je pouvais donner aux athlètes ou aux profs à qui bah, j'essayais de transmettre ma passion du sport et du tennis. Et puis, il y a 4-5 ans maintenant, je me suis mis un petit peu en pause et puis je me suis orienté vers un autre métier, celui d'éducateur de justice à la protection judiciaire de la jeunesse, où j'accompagne bah, du coup des adolescents en difficulté avec la justice. Et puis c'est un métier passionnant où je me sers également bah, du coup de la préparation mentale bah, pour les accompagner et les aider en tout cas dans les difficultés du moment qu'ils rencontrent. Et puis à côté de ça, bah, je continue à transmettre grâce à une école de commerce sports business à ESG Sport à Paris. Et je suis passionné de communication et donc du coup, bah, comme tout passionné de communication, j'ai trouvé mon média, le podcast, où je parle de mental, quelque chose qui me passionne. Et puis voilà, et puis j'aide pas mal de gens dans le social media, voilà, dans le marketing digital et puis le community management parce que c'est des choses qui vraiment me passionnent et puis j'y trouve mon compte, voilà. Je mets pas tous mes œufs dans le même panier et puis du coup, je trouve des petits plaisirs dans chacun. Comment tu fais pour faire tout ça? C'est la question que je me pose. T'arrives à dormir? Ça va? Alors comment je fais pour faire tout ça? J'ai la chance de pouvoir optimiser mon emploi du temps, heu et puis bah, d'orienter mes journées, de manière totalement différente, chaque jour, chaque semaine, en fonction de mes impératifs, voilà, divers et variés. Et puis, non, ça se passe bien. Voilà, ça se passe bien. J'essaye de tout bien cadrer, d'être organisé du mieux que je le peux et de prioriser surtout, tout simplement. Ok. Bah écoute, je te propose de s'échauffer. Hein, on est dans l'univers du sport. T'es un grand sportif, donc on va s'échauffer et on va faire un portrait chinois. Je le Allez, c'est referai pas parti. sur toutes mes interviews, mais là, je trouve que ça se prête bien. Ça se prête bien. Alors, on y va. On va commencer par quelque chose de léger, hein, Sébastien. Vas-y. Si tu étais un fruit, Si j'étais un fruit, je serais un citron, je pense. ok, Et je serais un citron parce que j'aime bien là quand on arrive à cette période de l'année là, le matin me faire un petit citron pressé avec de l'eau chaude, avec un peu de sucre légèrement, mais voilà, j'aime bien ça, le citron. t'aimes bien ça? Est-ce que t'es une personne plutôt acide, quelqu'un un peu tranchant ou Alors non, pas du tout. Je suis plutôt quelqu'un de très bienveillant. Je suis pas du tout acide, mais en tout cas pour mon transit, j'aime bien le citron le matin. Je sais pas, j'ai l'impression de me purifier avant de commencer la journée. Bon, ok, n'allons pas plus loin. Question un peu plus facile. Si tu étais un sport, du coup. Si j'étais un sport, c'est difficile à choisir. Alors du coup, bah mon sport de cœur, c'était le tennis. Mais j'ai aussi fait du football, j'ai fait du judo, j'ai fait du volleyball. Tu Donc dois en en fait, choisir qu'un. je dois en choisir qu'un. Bah si j'en choisis qu'un, bah je dirais le tennis alors. Ok. Pourquoi? Et le tennis, bah, parce que ça a été un sport qui a été une belle école de la vie pour moi. J'y ai fait des très belles rencontres pendant de nombreuses années. Et c'est aujourd'hui, bah, c'est un sport qui m'a construit et qui fait ce que je suis aujourd'hui, hein, tout simplement.
avec de l'intérêt pour la préparation mentale. Enfin, voilà, c'est un sport très individuel, le tennis, où on est obligé de travailler sur soi. Donc, quand je joue au tennis, j'étais obligé de travailler sur moi. J'étais très perfectionniste, donc ce qui m'a amené à vouloir toujours le meilleur dans chaque coup, le meilleur dans chaque point. Et ça n'a pas toujours été à mon avantage parce que du coup, ça pouvait me mettre dans des colères terribles quand j'arrivais pas à faire ce que je voulais. Donc, du coup, j'ai dû travailler énormément sur moi. Et, euh, et après, du coup, ça m'a permis aussi d'aider les autres, hein. Je me suis formé ensuite. Donc, du coup, j'ai une approche, en tout cas du développement personnel et de la gestion émotionnelle qui s'est faite grâce à ce sport. Qu'est-ce que ça a de plus le tennis, justement, selon toi, par rapport à d'autres sports, dans la préparation, dans l'éducation des enfants, des adolescents? Par exemple, je rebondis là-dessus parce que j'écoutais la personne qui a monté l'académie de tennis là, dans le sud de la France, où les gens alors viennent des États-Unis d'exemple, pour mettre leurs enfants en sport-études et pas forcément dans l'optique de devenir des champions de tennis, mais dans une optique d'allier justement cette éducation physique à l'éducation intellectuelle. Et du coup, je te pose la question, qu'est-ce que ça apporte justement le tennis de plus que les autres sports aux enfants, aux adolescents? Alors là, je suppose que tu parles de Patrick Mouratoglou, Oui, voilà, merci. Merci, tu m'as sauvé. Je savais plus le. qui a créé son académie, donc du coup dans le sud, mais qui à la base avait créé une académie dans les Yvelines, à Tiverval, pendant de nombreuses années. Ça apporte beaucoup de choses, hein, en fait. Le tennis, et d'autant plus chez les enfants, du coup déjà c'est un sport avec une grande motricité fine, œil, pied, main. Donc du coup, pour jouer au tennis, il faut avoir un sens de l'observation. Il faut ensuite, du coup, se déplacer pour se placer correctement pour jouer la balle. Et ensuite, il faut maîtriser tous les gestes techniques pour pouvoir la renvoyer. Mais du coup, ça demande aussi d'y associer de la stratégie, parce qu'on a un adversaire en face de soi, on a un filet, on a des règles à respecter, un terrain limité. Donc ça demande aussi du coup de l'adaptation, de l'intelligence de jeu, de l'intelligence émotionnelle, et surtout après ouais, surtout de l'adaptation à son adversaire aussi, être en capacité de prendre en charge ce que l'adversaire te propose pour pouvoir ensuite élaborer un plan qui va être en tout cas efficace pour essayer de le battre. Euh, Après, ce que j'aime bien dans le tennis, c'est que jusqu'au dernier point, t'as pas gagné, quoi. Donc il faut être sérieux et rigoureux du premier jusqu'au dernier, donc avec une extrême concentration dans chaque point. Euh, Même si tu gagnes un set, c'est pas fini, il faut se remobiliser dans le deuxième. Et du coup, c'est un sport qui est assez exigeant. Ok, Sébastien, du coup, on va continuer sur le portrait chinois. Troisième question, si tu étais un film. Alors si j'étais un film, écoute, je suis du coup influencé par la sortie du film Top Gun. Euh, et du coup, c'est un film qui sort là prochainement cette semaine, je crois, et qui me tarde d'aller voir. En fait, j'étais plus jeune en fait. Donc il est sorti quand j'avais 10 ans le premier, et du coup c'est un film qui m'a toujours accroché, et du coup je suis très impatient d'aller voir celui qui va sortir là. Ah bah carrément, ouais, ça a été un film culte pour notre génération. Ouais. Et du coup j'ai très très envie d'aller le voir. Mais qu'est-ce qui te plaît dans Top Gun, dans l'aventure Top Gun, dans le principe? Ce qui me plaît, c'est un peu tu vois, un peu comment dire, être pilote de chasse, c'est quand même une exception, quoi. Ça demande des qualités physiques, des qualités mentales, des qualités physiologiques avec une vision hors pair. Et, euh, et du coup, voilà, c'est quelque chose, je pense que quand on est un peu gamin, chacun rêve un peu de pouvoir aller voler dans les airs dans un avion, quoi. Donc, j'avais un grand-père qui était pilote, alors pas pilote de chasse, mais pilote amateur. Et mon papa fait aussi du pilotage. Et du coup, je pense que ouais, c'est peut-être dans l'air du temps. Peut-être que je m'y mettrai moi aussi un jour. Ok, je continue. Si tu étais une série télé, je sais pas si tu es consommateur de séries, mais si tu étais une série télé.
Si j'étais une série télé, j'ai envie de te dire Plus belle la vie, parce que c'est une parce que c'est une genre je la sors comme ça parce que en fait je suis originaire du sud de la France et que c'est une série qui me fait penser un petit peu, alors même si tous les acteurs sont d'origine parisienne, hein, faut pas se leurrer. Euh, comment dire, ouais, c'est la série qui me parle parce que en plus elle va bientôt s'arrêter, je crois. Et c'est la série qui se déroule à Marseille, Ok. pas loin de chez moi. T'as envie de durer 14 saisons comme on te le souhaite. Bah écoute, je suis arrivé à la fin de mes questions, parce que j'en avais noté 5, et je viens de me rendre compte que la cinquième, c'était la même que la deuxième. Donc, on va s'arrêter là. Ça me va. Et je te propose de parler un petit peu justement de mental et de préparation mentale. C'était un peu le fil conducteur de l'épisode. C'était la promesse, l'unique value proposition de cet épisode. Donc, on y va. Justement, toi qui as interviewé plein d'invités sur ce sujet, qu'est-ce que tu commences à en tirer comme quintessence par rapport à justement par rapport au mental? Qu'est-ce que c'est le mental pour toi euh, Alors, à ce jour? ouais. Bah, écoute, le mental, je vais pas te sortir la définition des livres, hein, parce que Non. finalement, en invitant tous les invités et en leur demandant finalement de définir qu'est-ce que le mental pour eux, donc finalement, tu me renvoies aussi la question. Euh, le mental, pour moi, il est un peu propre à chacun. Et c'est ce que j'explique dans le podcast, c'est que c'est la raison pour laquelle je l'ai fait, c'est que chacun, en fonction de ses origines, de son éducation avec ses parents, de son histoire de vie, euh, de son cursus scolaire, universitaire, sportif, et je dirais ensuite toutes les expériences qu'on vit au jour le jour, on va se forger un mental qui va être forcément différent les uns des autres. Et aujourd'hui, en tout cas, la conclusion après une soixantaine d'épisodes, ce que m'invite à conclure mes invités, c'est bien ça, c'est que chacun a un mental différent en fonction des opportunités qu'il rencontre dans la vie, des difficultés qu'il rencontre. Et la plupart de mes invités, finalement, je me rends compte que c'est grâce aux difficultés, aux expériences sur lesquelles ils ont comment dire, capitalisé de manière positive, qu'ils se sont tracés un chemin vers la réussite. Ok. Comment on capitalise de façon positive sur les échecs justement? Est-ce que ça demande un travail en amont? Euh, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil par rapport à ça justement? Si je devais déjà donner le premier conseil, c'est déjà d'éliminer le mot échec de son vocabulaire. Moi, je considère pas les échecs, voilà, comme tout le monde le voit. Je trouve que il faut changer un petit peu ce mot-là et déjà le transformer par expérience. Euh, Parce qu'après, cette expérience, elle va être soit de nature constructive et positive, soit elle va amener à avoir finalement l'intelligence de résoudre une équation, une difficulté sur laquelle on bute. Et c'est pas forcément un échec, c'est une étape pour moi dans la construction de son projet. Et ça permet tout simplement d'aller de l'avant, quoi. Ok. Mais par rapport à ça, enfin, par rapport à l'expérience aussi d'avoir vécu des échecs, que ce soit professionnels ou sportifs, euh, hum, personnellement, je sais que si tu veux accepter plus facilement, déjà, il faut être super bien préparé, avoir donné le maximum dans ta préparation avant. Après, peut-être c'est plus simple de digérer une défaite, on va dire. Et pareil pour l'analyse de ce qui s'est passé. C'est aussi plus simple d'analyser, d'avoir des records, des choses par rapport à tout ça que d'analyser froidement ou de laisser son cerveau tourner en boucle des images ou des choses. Qu'est-ce que ça te fait penser à quoi tout ça? Alors sur la période alors avant, donc du coup, ce qui est important, c'est de bien préparer sa réussite. Alors comment on la prépare? Tout simplement déjà en listant toutes les actions et les points sur lesquels on va dire on va pouvoir interagir. Euh,
voilà, en fait, c'est des points sur lesquels, bah, ça dépend que de nous, pour pouvoir être performant. Et ensuite, c'est important de lister les éléments qui pourraient survenir, mais qui ne sont pas de notre maîtrise. Parce que très souvent, ce qui se passe, c'est que ces éléments-là vont venir, engendrer des pensées parasites ou des frustrations, alors que finalement on ne peut pas les maîtriser et ça nous empêche de nous concentrer, très souvent sur, bah, les éléments qui sont de notre maîtrise et sur lesquels on peut agir pour être performant. Ça, c'est déjà le premier conseil que je pourrais donner, c'est vraiment ça, c'est de quelle que soit l'activité qu'on a, bon, si c'est le sport ou si c'est même, un rendez-vous professionnel ou une démarche commerciale, c'est déjà de lister, bah, qu'est-ce qui dépend de moi pour, réussir, en tout cas, je sais pas moi, à réussir ce contrat ou à réussir cette performance sportive et ensuite, bah, quels sont les éléments qui pourraient venir, bah, m'empêcher ou me distraire, et sur lesquels, bah, je dois pas m'attarder. Du coup, ça va obliger finalement notre cerveau à finalement, si on rencontre un point de distraction, à tout de suite se refocaliser sur ce qu'on doit maîtriser et en tout cas sur les points importants, de notre maîtrise pour réussir. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me semble être important, que je fais régulièrement avec, bah, beaucoup d'athlètes. Et le point d'après, c'est que, bah, une fois que cette expérience est terminée, donc je parle d'expérience, hein, elle peut être, réussie, partiellement réussie ou bah, pas réussie. Ce qui va se passer, bah, c'est que c'est important de faire un point, un débrief, tout simplement pour, bah, avoir en tête, lister, bah, toutes les actions, qui étaient de notre maîtrise et voir, bah, qu'est-ce qu'on a réussi à faire et qu'est-ce qu'on n'a pas forcément réussi à optimiser pour pouvoir, bah, si on recommence, bah, upgrader tout ça et être meilleur le coup d'après et surtout, bah, voir tous les éléments, non maîtrisables qui sont survenus et qui nous ont peut-être, empêchés de réussir, cette fois-ci. Ça ça va permettre ensuite, bah, du coup d'être meilleur le coup d'après. Si pour un débrief comme ça, on n'a pas toujours accès à un enregistrement ou une vidéo, qu'est-ce que tu conseilles de faire euh, juste après la- juste après l'événement en question? Est-ce que tu as des astuces, soit si tu n'as pas accès à quelque chose de matériel pour visualiser ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire pour éliminer ou justement se décharger de... Bah, je crois que la première chose à faire déjà, c'est de couper, pendant le temps qu'il faut en fonction de son besoin, aller faire autre chose, penser à autre chose, voilà, décompresser pour ensuite mieux revenir dessus. Après, bah, si on a la chance, d'avoir quelqu'un qui a une écoute attentive, une écoute active, bah, pouvoir lui en parler, échanger avec lui, ça peut être intéressant. Parce que du coup, par le biais de l'échange et de la parole, ça permet aussi de déconstruire et de reconstruire, bah, ce qui s'est passé. Donc ça permet aussi, bah, finalement, en parlant, de pouvoir faire émerger pas mal de choses. Notamment, alors on utilise souvent en préparation mentale les entretiens d'explicitation qui permettent vraiment on va dire, un petit peu comme un scénario, de venir décortiquer point par point, voilà, les différentes étapes. Qu'est-ce que j'ai fait, comment je l'ai fait. À ce moment-là, bah, j'ai eu une pensée alors que j'étais en train de parler de ça. Enfin voilà, ça permet d'intégrer aussi, bah, du coup, la gestion émotionnelle en tout cas pendant cette période-là, quoi. Si par exemple tu as un rendez-vous professionnel, c'est très très important et finalement, bah, tu y vas avec la boule au ventre, tu es stressé, donc du coup, tu es inhibé, donc du coup, bah, voilà, tu vas pas être au top comme tu peux l'être d'habitude parce que l'enjeu est plus fort que d'habitude. Bon, bah, voilà, donc ça permet, tu vois, de venir tout mettre en corrélation et pouvoir ensuite, bah, travailler sur les choses qui seraient survenues pendant ce moment-là. Parce que l'objectif, c'est que ça se reproduise plus et que les personnes ensuite deviennent efficientes et performantes sur de nouvelles étapes, quoi. Ok. Est-ce que ça existe la peur de réussir? C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui a des très bonnes capacités et qui sent qu'il peut faire un très bon résultat, est-ce que ça existe la peur de la réussite? Et je fais la corrélation avec l'entrepreneuriat.
ou n'importe quoi dans le monde professionnel, quand on sent qu'on va arriver à quelque chose, qu'on va réussir à construire quelque chose, il y a des gens qui se sabotent pour pas, justement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah oui, bah, tout à Est-ce fait, que hein, non. Tout à fait, tout à fait. Bah, ça arrive dans le sport, hein, tout simplement, hein. Je veux dire, je sais pas pourquoi je pense au PSG là, qui non mais c'est vrai, non mais je pense à ça et en fait, souvent ils s'auto-sabotent alors qu'ils ont tout le au potentiel. sabord, alors je sais pas si c'est saborder ou Ouais, ouais, auto-saboter. Enfin, peu ouais, importe, c'est pareil. ouais, c'est du sabotage, hein, tout C'est simplement. ça, c'est ça. Mais c'est vrai que ça je pense que ça peut arriver, c'est-à-dire que, peut-être qu'on n'y croit pas assez finalement ou finalement c'est une question de confiance ou d'estime. Mais ça peut arriver quand on arrive, qu'on va toucher au but, de se dire: «Bah, c'est pas pour moi, c'est pas possible» et je pense que il peut y avoir, un lien avec des croyances limitantes. Ça peut être lié à l'éducation tout simplement, ça peut être lié à des expériences, finalement, pas réussies et qui sont encore fortement ancrées en nous et finalement il y a parfois il y a des réminiscences voilà de fantômes du passé qui peuvent venir voilà la petite voix qui va venir te parler, te dire mais non c'est pas pour toi ça, c'est pour les autres et oui ça peut arriver la peur Et concrètement, tu as des outils pour justement surmonter ça ou même l'anticiper avant que ça n'arrive, faire des choses pour que justement le jour où ça arrive, inconsciemment tu passes l'obstacle, où tu évites, où tu sens le truc venir et tu le vises, tu le vois venir. Enfin, déjà maintenant, quand tu as conscience de ça, quand tu le vois arriver, tu dis voilà, attention. Bah, déjà quand ça Mais je t'arrive sais. ouais, bah, quand ça t'arrive déjà plusieurs fois, bah, déjà tu commences à en prendre conscience et je pense que, déjà, bah, à partir du moment où tu as cette prise de conscience-là, bah, je pense qu'il faut commencer déjà à travailler un peu sur toi et s'interroger sur voilà, sur ces ancrages, on va dire, bah, finalement qui sont pas très, comment dire? Sympathiques à croiser, quand on a des enjeux, et des choses à je veux dire à réussir finalement, parce que, bah, voilà, dans le commerce, on a certainement des enjeux économiques, des chiffres à atteindre et cetera donc ce qui est important, c'est, bah, déjà peut-être d'aller voir, alors on dit aller voir quelqu'un, alors pas forcément un psychologue, mais en tout cas aller voir un coach, un préparateur mental ou même, ça peut être un psychologue, hein, tout simplement, hein, ça peut aider aussi, hein. Mais ne serait-ce que déjà poser des mots sur, ce qui pose problème, sur, comment la personne le vit, à quel moment ça arrive. Est-ce que, dès la veille, la personne est stressée? Comment elle vit tout ça, dans le jour J ensuite? Pour ensuite, aller, remonter bah, les causes profondes bah, en tout cas de ce comportement, cognitif bah, qui se passe à ce moment-là, quoi. Très clair. Mmh. Et justement, par rapport à ça, je continue sur cette logique de victoire et de réussite. Il n'y a rien de péjoratif là-dedans. Euh, Par exemple, tu as une compétition, tu vises la première place ou j'en sais rien, peu importe, mais tu vises un objectif précis. Qu'est-ce que tu conseilles, toi? Tu conseilles de le visualiser, de s'y préparer, pour pas être noyé sous les émotions le jour J. Voilà, tu vois, tu te prépares un mois ou deux avant pour un championnat qui est très important. Ton objectif, tu t'en caches pas, c'est la première place. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau mental justement pour être prêt, pour être au maximum de ses capacités le jour J par rapport à ça et pas être submergé par l'enjeu, quoi. Alors bah, déjà pour pas être submergé par l'enjeu, bah, déjà, tu vois, tu parles d'enjeu, donc ça veut dire que, cet enjeu, il va falloir, bah, déjà peut-être mettre des mots dessus. C'est-à-dire que quelles sont les choses importantes, qu'est-ce qu'on a à gagner, derrière cette étape importante? Donc parce que si on le, pense pas, finalement ça va te rattraper le jour J et le jour J, bah, finalement tu seras submergé par les émotions et tu seras dans cette quête de résultats et ça va peut-être venir te perturber dans, bah, toutes les actions sur lesquelles tu dois te concentrer pour pouvoir être performant.
Donc du coup, bah, ça va pas avoir en fait un bon effet. Mais ce que tu peux faire, c'est, là je pense tout de suite à un petit exercice qui est inspiré des techniques d'optimisation du potentiel. C'est un petit exercice que j'aime bien faire pour moi déjà et que j'aime bien proposer aussi en fait, c'est proposable à des athlètes, mais ça peut être des artistes, ça peut être des managers, ça peut être, enfin tout métier quoi. Ça peut être des étudiants et l'exercice il consiste, ça s'appelle c'est la visualisation mentale de la réussite ou plan de la réussite et c'est un petit exercice qui va durer, une dizaine de minutes, 20 minutes. Son objectif, il consiste à construire du positif et à se projeter avec optimisme, pardon, vers l'objectif qu'on veut atteindre. En fait, c'est assez simple. C'est prendre une feuille blanche, un crayon, donc voilà, se poser, fermer les yeux, et puis voilà, donc du coup, utiliser la respiration pour voilà, pour pouvoir être calme et serein et bah, commencer déjà à faire un petit, ce qu'on appelle, la météo du jour. Je sais pas si tu vois ce que c'est la météo du jour? Donc du coup, Ça me parle, ouais. Quand voilà, tu fais un peu de méditation, la météo c'est des notions qui sont voilà, abordées, la ouais. météo du jour, tu fais un peu un bilan psychophysiologique, voilà, de différents aspects. Comment tu te sens physiquement? Voilà, est-ce que tu as de l'énergie aujourd'hui? Mentalement, voilà, comment tu te sens? Émotionnellement aussi, comment tu te sens? Et donc du coup, bah, ça permet de faire un petit point là-dessus. Et ensuite, bah, tu vas visualiser ton objectif à réaliser. Et la première chose, c'est que tu vas le formuler clairement dans ta tête avec une phrase. Voilà. Donc, par exemple, je veux être performant au travail aujourd'hui, ou ça peut être, voilà, ça peut être ça. Et après, ce qui est intéressant derrière, c'est que cet exercice, tu vas pouvoir le décliner, c'est-à-dire tu vas pouvoir y mettre une date, un lieu, pour qu'il devienne le plus clair possible. Et derrière, bah, tu vas continuer à visualiser. Donc, tu vas maintenir cet objectif dans ta tête avec une réussite, avec toutes les actions positives qui seront produites en cas de réussite. Alors, ça peut être la joie, la fierté, la confiance, tu vois, ou les suites et les projets qui s'ensuivent si tu réussis, les relations interpersonnelles que tu peux y trouver. Et bah, du coup, l'idée, c'est de se laisser un peu envahir par toutes ces émotions positives et de les noter sur la feuille, tu vois? Tout ce que ça va pouvoir te procurer. Et ensuite, bah, l'étape d'après, c'est tu vas lister et tu vas écrire, bah, de façon chronologique, comment tu vas construire, l'objectif et le mener à sa réussite. Voilà, donc ça, c'est important aussi. Et l'étape d'après, c'est que tu vas lister, bah, les qualités, dont tu disposes et que tu vas mettre en œuvre, bah, pour réussir ton objectif. Alors que ça soit physique, intellectuel, technique, relationnel, émotionnel, voilà, toutes les qualités dont tu as besoin pour réussir. Tu vas lister, bah, les attitudes que tu dois adopter pour, mener à bien ton projet. Donc, bah, les attitudes, là, c'est le comportement, comment tu te sens. Alors, si c'est une réunion, si c'est du sport, enfin voilà, donc tout le comportement que tu vas devoir et les bonnes attitudes que tu dois avoir. Une étape importante, c'est que tu vas lister les bonnes personnes, ressources qui pourront t'aider à mener à bien ton objectif, parce que c'est important pour réussir. On réussit jamais tout seul, hein, ça c'est aussi ce que j'ai retenu du podcast, c'est que la plupart des gens ont été bien entourés, avec des gens bienveillants et une équipe voilà, présente et toujours soutenante, quel que soit dans les réussites comme dans les non-réussites. Et ça, ça fait vraiment la différence aussi. Et, bah, et ensuite, bah, on va écrire bah, toutes les étapes nécessaires et la liste des incontournables à la réussite de ton objectif sur une échelle de temps. Donc c'est important de mettre une échelle de temps pour la réalisation. Et une fois que tu as réalisé bah, toutes les étapes que je viens de décrire précédemment, bah, tu vas te noter une petite phrase d'encouragement et voilà, et de bienveillance à ton égard. Et, euh, et puis voilà, c'est parti. Après, voilà, tu prends soin de bien respirer, voilà, tu lances ton objectif et ta réussite à travers ce petit exercice qui est tout simple, mais du coup, ça va te permettre de le mentaliser, d'écrire tout ce dont tu as besoin et finalement, bah, t'as plus qu'à après. Ok, bah génial, merci. Euh,
Est-ce que ça a un rapport aussi avec j'écoutais une émission la dernière fois, je sais plus c'était quoi, c'était la personne disait, et ça me parlait énormément par rapport aux entraînements quotidiens, l'importance de avant chaque entraînement ou avant chaque événement important, par exemple ça peut être un podcast en tant qu'on est interviewé ou avant son entraînement de sport, de visualiser quel est l'élément que l'on veut améliorer ce jour-là ou sur lequel on veut se focus. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle aussi? La personne qui en parlait disait justement c'est ce qui fait la différence entre les grands champions et les gens qui restent entre guillemets moyens tout le temps, c'est que la personne moyenne va aller à son entraînement toutes les semaines et va se laisser guider et puis voilà, va acquérir des choses mais sans plus. Le champion, lui, il va arriver 15 minutes avant son entraînement, il va se dire voilà, aujourd'hui, je dois travailler absolument ce point-là et je vais me focus là-dessus. Ça Bah, te parle cette oui, oui, technique-là ou... oui, oui, ça me parle. De toute manière, le grand champion, de toute manière, ce qu'il a compris, c'est que pour réussir, il faut du coup des compétences de base qu'on acquiert par le travail, et ensuite il faut du temps et il faut répéter. Voilà. Donc de toute manière, il n'y a pas de secret, c'est dans la répétition, la rigueur et le travail, en se donnant du temps forcément, qu'on réussit. Donc voilà. Donc souvent ceux qui arrêtent ou qui se découragent, c'est souvent la question du temps ou la question de la motivation qui peut venir poser problème. Mais bon, en tout cas, si on est motivé, si on veut aller vers son objectif, il faut prendre en considération ça. Voilà, donc il faut être prêt à ce que ça prenne du temps, il faut être prêt à faire des sacrifices, travailler dur pour aller vers, en tout cas, l'objectif qu'on a envie de réaliser. Donc ça peut prendre du temps. Voilà, ça c'est important de l'avoir en tête. J'ai en tête tout simplement là, tu vois, l'interview de Verino, Olivier Balestrio, que j'ai en tête, qui, avant d'être humoriste dans l'humour noir, il est passé par plein d'étapes, quoi. Il a été comédien, il a fait plein d'étapes avant de trouver sa voie et le style d'humour qui lui aurait correspondé, son public, et aujourd'hui il cartonne. Mais ça a pris du temps. Donc ça, c'est un exemple. Mais après, très souvent dans le sport de haut niveau, il y a une étude qui a été faite où pour en tout cas, devenir expert dans son domaine et athlète de haut niveau et atteindre le haut niveau, très souvent, l'étude montre qu'il faut 10 ans de travail, 10 000 heures d'entraînement, 1000 matchs, gagnés ou perdus, mais en tout cas, tu vois, ça prend du temps. L'expertise prend du temps, donc en général, il faut compter 10 années à peu près, et du travail. Ensuite, par rapport à la dimension du focus sur un élément, oui, ça peut être intéressant de se focuser quand tu vas à l'entraînement sur un point que tu gères être améliorable pour pouvoir venir upgrader toutes tes autres compétences. Très souvent, on continue à travailler les points forts parce que c'est important, parce que c'est ça qui vient on va dire, engranger de la confiance, c'est-à-dire savoir ce dont on est capable, le travailler pour le rendre encore meilleur. Mais c'est aussi important de venir upgrader les points de difficulté qu'on peut, voilà, qu'on peut venir finalement, comment dire, être sensibilisé pendant la compétition ou par, comme tu disais, tu parlais d'un podcast, mais c'est vrai que si tu vas faire un podcast et que finalement, je sais pas, moi, tu as des mots que tu répètes ou que tu te sens pas à l'aise, bon, finalement, un petit débriefing, peut-être, et comment dire, s'interroger sur comment tu peux progresser, t'entraîner tout simplement dans ta glace, hein. Voilà, ça va te permettre d'être plus à l'aise après, quoi. Ok. J'avais noté quand tu prépares justement où tu as préparé, où tu prépares des sportifs, c'est quoi le plus gros manque que tu identifies à chaque fois, un des éléments communs sur lequel tu travailles le plus? Alors, un gros manque sur la dimension mentale, tu veux dire? Ouais. J'ai envie de dire la dimension mentale, tout court. Pour les... Ouais, d'accord. Ok. Non, mais très souvent, la plupart du temps, la dimension mentale,
c'est un peu le dernier, c'est un peu le dernier rouage, alors que ça devrait être le premier dès le départ, c'est-à-dire même dans l'entraînement des tout petits, c'est-à-dire qu'on devrait apprendre aux jeunes, j'appellerais ça même éducation mentale, c'est-à-dire comment on fait pour se concentrer, euh, comment on fait pour comment dire, capitaliser de la confiance, comment on rentre dans sa bulle avant un match pour pouvoir être performant ensuite. Et voilà, plein de petits trucs comme ça. Je pense que c'est plein de petits outils qui peuvent s'apprendre pour le sport, mais ça peut être aussi valable pour l'école. Comment je gère mes émotions quand j'ai un contrôle à l'école, ou ne serait-ce que apprendre à identifier les émotions. Tiens, je suis en colère, mais pourquoi je suis en colère? Qu'est-ce qui fait que je suis en colère, quoi? Est-ce que c'est un copain qui m'a mal parlé? Tu vois, ne serait-ce qu'identifier une émotion. Déjà, c'est important chez les enfants. J'ai eu la chance de pouvoir intervenir de manière bénévole dans une classe de CM1, dans la classe de mon fils. C'était hyper intéressant. J'ai fait 3 séances sur la gestion des émotions et je me suis vite rendu compte que les enfants, ils connaissent déjà pas tous les émotions, et très souvent les émotions qui ressortent, c'est pas forcément la joie, le bonheur, c'est souvent la peur, tu vois, des émotions un peu fortes qui vont plutôt dans des connotations un peu négatives. Et du coup, c'était intéressant, tu vois, de leur amener une approche à découvrir des nouvelles émotions, à mettre des mots dessus et à comprendre qu'est-ce que c'est, parce que le jour où ça leur arrive, ils peuvent comprendre déjà quelles émotions ils vivent, et ensuite comment la gérer, cette émotion-là. Mais complètement. Moi, je te rejoins complètement là-dessus. J'ai 2 enfants, hein, et je trouve ça fou que aujourd'hui, on est en 2022. Les enfants, encore, on prenne pas le temps de leur apprendre cette gestion des émotions, et c'est très facile à faire avec l'exercice de la météo dont tu parlais. La respiration, l'importance de la respiration et même de la méditation, hein, même pour les tout petits. Et déjà, ce serait pas mal. Déjà, ne serait-ce Et que... c'est pas, ouais. et ils sont tellement dans l'apprentissage, dans l'acquisition de bonnes habitudes, que ce serait justement à cet âge-là où c'est très facile de leur apprendre ces choses très simples. Et je rebondis sur ce que tu disais, ça me faisait penser aussi à Teddy Riner, quand on regarde les documentaires sur sa vie, quand il rejoint l'INSEP à 12 ou 14 ans, je crois 12 ans, hein, déjà. C'est un des premiers sportifs français, dès l'âge de 12 ans, à avoir travaillé avec une psychologue et un coach mental. Et on voit aujourd'hui les résultats que ça lui a permis d'obtenir. Oui, Donc, il a eu une éducation en tout cas sur cette dimension-là, en fait. Il l'a pas laissé au hasard. Au contraire, il a intégré parce qu'elle fait partie des déterminants de la performance, au même titre que, voilà, on va dire les gestes techniques, que la maîtrise des stratégies en fonction des adversaires, que de la préparation physique. Donc, du coup, c'est une dimension que tu peux pas comment dire, tu peux pas t'en extraire, parce que de toute manière, à un moment donné, elle va te rattraper. Donc, si plus tôt tu la travailles, et mieux tu géreras tout au long de ta carrière les événements importants qui vont se présenter devant toi. Et ça explique certainement pourquoi Teddy Riner était 10 fois champion du monde, je crois, et médaillé olympique à plusieurs reprises. multimédaille olympique, ouais. Ouais. Non, mais complètement. Et je pense qu'il y a d'autres. Si on va creuser derrière l'histoire des sportifs qui surperforment, je pense qu'on va retracer très rapidement ce même type de préparation mentale dès le plus jeune âge. Question, et sûrement la dernière. Qu'est-ce que avec toute l'expérience que tu as acquise, et qu'est-ce que tu te dirais au Sébastien Alors c'est une question qu'on entend souvent dans les podcasts, mais je la pose pas moi. Donc celle-là, tu seras l'unique invité à l'avoir. Qu'est-ce que tu te dirais à ton toi débutant en sport, justement qu'est-ce que tu ferais différemment pour justement Je crois que je ferais tout différemment, en fait. Parce que du coup, je pense que déjà j'accorderais une importance déjà importante déjà à la dimension mentale, même en étant plus jeune. Euh, du coup, si j'avais eu tous les outils qui sont à ma disposition aujourd'hui à l'âge de 45 ans, et si je les avais eu plus jeunes, je pense que ça m'aurait rendu bien des services dans certaines compétitions, ou
par rapport à certaines attitudes ou comportements où finalement, bon, voilà, bah, comme tout le monde, ça m'est arrivé finalement de péter un câble sur le court parce que j'arrivais pas à m'adapter à mon adversaire et qui me posait des énormes difficultés que finalement, bah, j'arrivais pas à gérer. Du coup, bah, finalement, bah, la défaite était pas très loin à chaque fois, alors que c'était des adversaires qui auraient été très largement on va dire à ma portée. Donc je pense que voilà, j'accorderais beaucoup plus d'importance dès le départ à la préparation mentale, puisque finalement, c'est quand j'ai commencé à avoir des problématiques de cet ordre-là. Alors, quand j'ai joué au tennis, hein, quand j'ai commencé le tennis, hein, parce que quand je jouais au football ou, enfin, je me posais pas toutes ces questions. J'étais dans un sport collectif soutenu par tous mes coéquipiers avec un entraîneur. C'était pas du tout la même chose. Mais quand j'ai commencé ce sport individuel, bah oui, hein, t'es tout seul sur le terrain, donc et t'as pas de coaching. Le coaching, c'est interdit. Donc t'es face à toi-même et enfin, voilà, tu peux être traversé par tellement d'émotions pendant un match de tennis. C'est quand même assez incroyable. Et tu vois, j'ai un souvenir qui me vient, mais d'un match assez incroyable où c'est ça en fait la beauté du tennis, c'est que j'étais mené 6-0, 4-0, 45 dans un match par équipe dans le Var. Et finalement, donc je suis mené 6-0, 5-0. J'arrive à gagner le jeu à 5-1. Finalement, finalement, ça me redonne espoir parce que j'avais pas gagné. Par contre, j'avais pas gagné un jeu depuis le début de la rencontre. Et finalement, je continue à m'accrocher, mais le fait que je gagne un jeu, ça perturbe mon adversaire. Et je m'en rends compte, je dis tiens, c'est bizarre. Et du coup, bah, je me suis accroché. Et au final, je sauve une balle de match. Je monte, ce match est complètement fou. Tu vois, et pourtant, il est très très vieux. Je devais avoir 14-15 ans, hein, donc ça remonte à loin. Et finalement, ce match, je le gagne au tie-break, le deuxième set. Et mon adversaire craque littéralement et je gagne 6-0 le troisième. Et tu vois, c'est un peu la démonstration que finalement, tout se joue à peu de choses et, au mental qu'on peut avoir ou à la confiance qu'on peut ressentir à un moment donné pour pouvoir s'accrocher et on va dire donner le meilleur jusqu'au bout pour pouvoir essayer de gagner, quoi. Mais on le voit souvent au tennis, c'est assez fou, une fois que la tendance est renversée, le doute s'installe. Et c'est bon, on le voit dans plein de sports, hein, même dans les sports de combat, quand tu arrives à faire retourner la tendance, ça peut être une vague qui submerge l'adversaire que tu as déstabilisé, quoi. Ouais, oui. Bah, après, tu peux le voir aussi dans le football. Regarde le Real Madrid Mm. qui je sais pas, en une minute de temps, renverse un match qui était finalement où ils étaient pas qualifiés. Hein. Donc, finalement, ils se qualifient pour la Ligue des Champions. Bon, bah, Mm, mm, mm. peut se jouer à très peu de choses. Donc, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que finalement, il faut soigner les détails, parce que c'est souvent dans les détails qu'on fait la différence. Ok. Eh ben écoute, je crois qu'on a fait un bon tour. Je réécouterai avec attention le petit exercice que tu nous as donné et j'essaierai de tirer un peu la quintessence de toutes les petites astuces qu'on a pu donner au cours de cet échange. Merci beaucoup pour toute ton expérience. C'est ta minute promo, Sébastien. Donc, tu as une minute à toi pour faire ta promo de ce que tu souhaites. C'est le petit cadeau que je fais aux invités à chaque Ah fois. bah écoutez, Donc, voilà, je t'en- la meilleure promo que je peux me faire, c'est bah, d'aller écouter le podcast. Parce que je pense que ça peut rendre. Moi, mon objectif, c'est vraiment de partager à travers tous ces invités et toutes ces interviews, bah, un maximum de choses pour aider les gens à avoir des idées, des nouvelles idées, pour pouvoir travailler leur mental ou pour tester en tout cas des outils qu'ils utilisent bah, pour leur performance, leur efficience, mais aussi pour leur bien-être. Et voilà, donc vous pouvez retrouver tout ça aussi bah, sur mon site internet. Il y a le podcast, il y a des outils, et voilà, il y a plein de choses. C'est sur unlimitedcoachingfrance.fr.
Et Ouais, ben voilà. on mettra le lien dans le descriptif, ouais, Et sans puis souci. voilà. Et puis si tu as besoin que je t'envoie le petit exercice de façon écrite pour l'intégrer dans ton petit brief, je te l'envoie avec plaisir. Ah bah carrément, bah voilà, bah c'est super, on fera ça. Merci beaucoup Sébastien, et je te souhaite une excellente continuation, et entre podcasteurs, on se serre les coudes. Écoute, merci beaucoup Mathieu pour cette opportunité d'avoir pu changer de rôle pour une fois. Ça marche, salut. Salut Mathieu. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et si vous voulez passer dans l'émission, m'envoyez un email à contact@systemsales.fr. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine.